En France, il y a 7 à 8 millions de personnes déficientes auditives. Certaines vont dire « je n'entends pas très bien », tandis que d'autres vont, au contraire, revendiquer leur surdité. D'autres encore n'en parleront pas. Comment expliquer ça? Derrière les mots se cachent des tabous, des idées reçues et des quotidiens très différents. C'est pour mieux comprendre les réalités de chacun que ce webinaire a été mis en place. Vous y trouverez des explications sur les différents types de surdité, l'importance de l'âge d'apparition de la surdité et ses conséquences au quotidien, le tout avec des exemples concrets. Ce webinaire vous donnera aussi quelques astuces pour mieux communiquer avec une personne sourde ou malentendante. Si au terme de cette rediffusion, des questions, des idées, des remarques vous viennent, l'espace commentaire est fait pour ça. Installez-vous, ça va commencer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire, épisode numéro 2 de la série mensuelle Bien entendu, proposée par Iforand, qui est un centre de formation dédié à l'accessibilité et au handicap. Donc merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons donc parler de comment on peut se parler des personnes sourdes ou malentendantes, quelles sont les différences, quelles sont les idées reçues et quelles sont les réalités pour chacun. Alors, pour ceux qui ont été là au premier webinaire, vous avez vu qu'on avait rencontré pour le premier épisode de la série une personne qui s'appelle Benjamin, qui nous a donc parlé de sa réalité de quotidien. Il est sourd profond, il est né de parents entendants et son frère et sa sœur sont également sourds profonds. Alors la question qui peut se poser une fois qu'on a parlé de sourd profond, c'est que si on dit profond, c'est que manifestement, il y a plusieurs types, plusieurs degrés de surdité. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce webinaire, ce deuxième épisode, sur cette question. Est-ce qu'on dit sourd, malentendant? C'est quoi la différence? Et qu'est-ce qui se passe au quotidien? Voilà. Si vous avez des questions, vous pourrez les noter dans le chat. Et en fonction du temps qui nous restera, j'en sélectionnerai quelques-unes. Ce qui n'empêche pas non plus de pouvoir nous en poser après. Vous aurez les coordonnées pour le faire à la fin du webinaire. Donc voilà, moi avant toute chose, je vais me présenter parce que tout le monde n'a pas été là au premier webinaire. Je suis donc Odile Fuchs, je suis psychopraticienne. Et pourquoi je me suis intéressée à la surdité, c'est parce que moi-même, en fait, j'ai une surdité depuis l'enfance. Alors voilà, justement, qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que je dois dire que je suis juste malentendante depuis l'enfance ou est-ce que je suis sourde? C'est une question qu'on me pose souvent. Qu'est-ce que je dis? Et je m'adapte en fonction des personnes qui sont en face de moi. Voilà, donc je me suis intéressée à la surdité justement parce que je suis malentendante. Et donc, j'ai commencé à apprendre la langue des signes française parce que je ne sais pas comment la surdité va évoluer et pour moi, j'avais besoin de continuer à communiquer. C'est bien connu, hein, l'homme est un animal social, il a donc besoin de pouvoir communiquer avec ses pairs, bien que la majeure partie des personnes ne pratiquent pas la langue des signes, mais ça permet au moins de communiquer. Et puis, chemin faisant, je me suis aussi rendu compte en rencontrant des personnes sourdes et malentendantes qu'au niveau de l'accessibilité et en particulier de la santé mentale, c'était pas évident pour eux d'avoir des professionnels qui pratiquaient en langue des signes française ou au moins qui pouvaient s'adapter aux problèmes de la surdité. Voilà. Donc, on va commencer maintenant le webinaire et voilà. À votre avis, pour vous, à quel moment vous utiliseriez le mot sourd ou à quel moment vous utiliseriez le mot malentendant? Voilà. Quelles sont les idées que vous avez par rapport à ça? Alors, si vous pouvez répondre dans le chat, par exemple. On peut répondre en... On peut répondre moi, je en dirais, tu m'entends bien? Moi, je Très bien. dirais que dans ton cas, on est peut-être sur une personne qui est malentendante. Et dans le cas de Sébastien, ton invité du dernier webinaire, c'est ça, hein, c'est Sébastien, Ouais. C'est on est Benjamin. sur une... Benjamin, pardon, Benjamin, on est sur une personne sourde. D'accord. Et qu'est-ce qui te fait faire la distinction? Parce que toi, dans malentendant, il y a peut-être malentendre, alors malentendre maintenant ou malentendre plus tard, D'accord. alors que Benjamin n'entend pas du tout, D'accord. Donc, en de fait, ce que, de, ce- de ce que j'avais compris. c'est ça. D'autres réactions? Merci Stéphanie de ta participation. D'autres réactions peut-être? C'est pas grave si on n'a pas d'autres, hein.
Eh bien, en effet, en même temps, Stéphanie a parfaitement résumé ce qui se passe au quotidien. Souvent, c'est ça. En fait, on se dit que les personnes sourdes, c'est vraiment dans notre inconscient collectif, une personne sourde, c'est une personne qui entend rien du tout ou très très peu. Et une personne malentendante, eh ben, c'est plutôt qu'elle entend mal. Donc, elle a quand même des restes d'audition. Et du coup, on a des réactions en face qui sont complètement différentes. Parce que quelqu'un qui n'entend pas bien, quelqu'un qui entend mal, qui est malentendant, on ne va pas avoir les mêmes difficultés de communication que face à quelqu'un comme Benjamin, qui n'entend rien du tout, et qui, même s'il arrive à lire sur les lèvres, eh bien, la communication est plus difficile. Voilà, donc c'est vrai que souvent, la différence, elle est faite à ce niveau-là. Mais on pourra aussi en reparler plus tard. Moi, en fait, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'en fonction, par exemple, des personnes devant qui je me trouve, si je me trouve devant des personnes qui sont entendantes et que je leur dis que je suis sourde moyenne, les gens me disent, mais non, mais t'es pas sourde, tu parles. Voilà. Donc voilà. Et d'un autre, à contrario, quand je suis dans la communauté sourde et que je pratique donc en langue des signes et que je dis que je suis malentendante, on me dit, mais non, t'es pas malentendante, t'es sourde. Parce que aussi je pratique la langue des signes. Donc en fait, c'est aussi en fonction de qui on est, ce qu'on met derrière les termes, ce qu'on comprend de la surdité, et puis voilà, de comment, ouais, vraiment de comment on considère la surdité. Donc on va aller un peu plus loin et je vais vous expliquer maintenant. Avant de continuer, je voulais juste vous préciser que vous pouvez écouter le témoignage de Benjamin en replay. C'est déjà disponible. Vous verrez, c'est intéressant parce qu'il explique son quotidien de sourd profond dans un monde qui entend. Mais revenons à nos moutons. Souvent, comme Stéphanie l'a dit, une personne sourde, c'est quelqu'un qui entend rien. On pense que c'est ça. Et donc, je vais vous expliquer parce qu'effectivement, dans la surdité, il y a plusieurs degrés de surdité. Donc, je vais passer en ligne un petit tableau pour vous expliquer tout ça. Alors déjà avant quelques chiffres, oui effectivement c'est mieux de parler de quelques chiffres parce qu'on pense toujours que la surdité c'est loin de nous, c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas, mais c'est important de se baser sur des chiffres pour savoir que finalement il y a plus de monde qui est touché. En France, c'est entre 7 à 8 millions de personnes déficientes auditives. Donc c'est très difficile d'avoir des chiffres exacts. Ceux-là, vous voyez, ils sont assez anciens, ils sont de 2022. Et c'est vraiment difficile d'avoir des chiffres précis par rapport à la surdité. Déjà là, on a 1 million d'écart. Ça veut dire qu'à 1 million près, on n'est pas capable de dire combien il y a de personnes qui sont sourdes ou malentendantes. Et vous l'aurez remarqué, sur ce document qui est affiché, c'est marqué déficiente auditive. Voilà encore un troisième terme qui est utilisé pour parler de la surdité. La déficience auditive, ce terme est souvent plus utilisé au niveau médical. Voilà, donc là, c'est pour vous dire qu'il y a 7 à 8 millions de personnes déficientes auditives, mais je tiens à souligner que ce sont les personnes qui se sont déclarées sourdes ou malentendantes. Il y a toutes celles qui n'en parlent pas, à cause justement des idées reçues et des clichés autour de la surdité. Dire qu'on est sourd ou qu'on n'entend pas bien, en fait, ça nous place aussi dans la catégorie du handicap, et c'est difficile aussi pour soi-même de considérer qu'on peut être handicapé. Donc ça représente en tout un Français sur 4. Et comme vous montre cette image, en fait, la surdité, vous l'aurez compris, c'est un handicap invisible et ça peut toucher tout le monde et n'importe qui. Et on n'est pas censé le savoir. On peut parler tous les jours avec des gens qui n'entendent pas bien sans le savoir. Il y a plein de gens, moi je rencontre régulièrement des gens, une fois quand je parle de la surdité, je rencontre régulièrement des gens qui me disent « Ah, en fait, oui, moi j'entends pas bien d'une oreille. » Mais ils ne se considèrent pas nécessairement sourds et ils arrivent à avoir des interactions sociales plutôt normales de par l'adaptation et aussi parce qu'il y a une oreille qui fonctionne parfaitement. Donc voilà, mais on ne le sait pas. Ça représente en France environ 1000 bébés par an qui naissent avec une déficience auditive. 1000 bébés par an. En France, au bout de quelques jours de vie, on fait un test automatique pour savoir si l'enfant est sourd ou pas. Mais le test n'est pas forcément évident à faire parce que quelques heures après la naissance, il peut encore rester par exemple du liquide amniotique dans l'oreille du bébé. Et donc, on ne sait pas, c'est difficile de dire, on ne peut pas faire le test dans ces cas-là. Et puis parfois aussi, les bébés ils peuvent réagir aux vibrations. Et dans ce cas-là, on peut dire aussi qu'il n'est pas vraiment sourd alors qu'il y est. Donc même s'il y a des tests qui sont faits
de façon systématique en France, la surdité, elle n'est pas toujours décelée tôt. Voilà. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une typologie de la surdité. Voilà, alors, au niveau de les parents, les enfants qui naissent sourds ne sont pas forcément issus de familles sourdes, comme je le mets dans ce graphique. La majeure partie des enfants qui naissent sourds sont des enfants qui sont nés de parents entendants. Et d'ailleurs, notre témoin de la dernière fois, c'est tout à fait le cas, puisque ces 2 parents sont entendants, mais les 3 enfants sont sourds. Voilà. Donc ça veut dire que si les parents sont entendants, ça veut dire qu'ils ne connaissent rien à la surdité. C'est un véritable choc pour eux. A contrario, il y a 5% d'enfants sourds qui sont issus de parents sourds. Il existe en effet aussi des familles qui sont sourdes de génération en génération. Là, on peut dire qu'ils connaissent ce que c'est évidemment que la surdité, donc ils peuvent l'appréhender d'une façon moins compliquée, ils appréhendent moins, ils ont moins d'appréhension, ils ont moins peur, parce que ils pratiquent la langue des signes, enfin eux-mêmes expérimentent la surdité, mais par contre, parfois, ils auraient préféré que les enfants soient entendants, parce que au niveau des interactions sociales, c'est quand même un peu plus facile. Comme Benjamin l'a expliqué lors du dernier webinaire, on a bien pu constater que les infrastructures ne sont pas adaptées toujours aux personnes qui n'entendent pas. Et c'est pas non plus évident quand on n'entend pas très bien, quand on entend mal, de demander aux gens de répéter tout le temps. Ça nous met dans une situation qui est vraiment très inconfortable, à la fois pour celui qui demande et à la fois pour celui qui répond. Et enfin, parce qu'il y avait quand même, quand on a des parents sourds, on n'a pas forcément des enfants entendants, et donc il y a 75% des enfants qui naissent qui sont issus de parents sourds. Donc ça, c'est par rapport aux enfants qui sont nés sourds. Mais il y a donc une distinction extrêmement importante à faire quand on parle de surdité. On doit aussi parler des personnes qui sont devenues sourdes, parce que ça, c'est complètement différent. Pourquoi ? Parce que quand on est devenu sourd, eh bien en fait, on a eu une partie de notre vie, plus ou moins longue, évidemment, en fonction de l'âge d'apparition de la surdité, où on a entendu, on a des repères auditifs. Et devenir sourd, c'est encore un autre choc. C'est autre chose qui se passe. Et en plus, ça veut dire que l'ensemble de la famille doit aussi s'adapter à une nouvelle façon de communiquer, puisque la personne avec qui on avait l'habitude, par exemple, de s'interpeller d'une pièce à l'autre, je pense que ça nous arrive à tous. Ça vous arrive à tous, chez vous ou au bureau, d'interpeller quelqu'un même qui passe devant la porte de votre bureau. « Ah, au fait, salut, tu peux venir ?» Quand on est sourd, on n'entend pas, évidemment, et on ne s'arrête pas. Et donc, ça oblige l'ensemble de la famille à modifier ses habitudes de communication. Donc, c'est aussi un choc quand on est devenu sourd. Voilà, il faut aussi préciser que, en fonction de l'âge auquel apparaît la surdité, il ne va pas y avoir les mêmes conséquences. Pensez-vous qu'une conséquence est identique quand on est sourd avant l'âge de l'acquisition de la parole et après? Comment on apprend à lire? Comment on apprend à parler quand on ne s'entend pas? Alors, voilà, c'est vraiment une problématique parce que les accès aux apprentissages sont complètement différents étant donné qu'on est dans une société audio-centrée et que pour les personnes sourdes, c'est essentiel de passer par des images. Donc ça, c'est vraiment une question importante. Et puis, on avait aussi posé la question à Benjamin la dernière fois, mais voilà. Là, en fait, je voudrais, par cette explication, briser un cliché, si je puis dire. Vous avez certainement plutôt entendu parler de l'expression « sourdingue ». Ça en dit long sur sur le cliché, sur l'idée qu'on se fait d'une personne sourde dingue. Alors peut-être que ça s'utilise de moins en moins, mais quand même, ça s'est utilisé. Et là, je voudrais vraiment vous poser la question suivante. Est-ce que vous pensez réellement qu'une personne qui n'entend pas puisse vraiment avoir des capacités altérées, étant donné qu'une personne sourde, souvent, elle apprend à lire sans entendre. Elle apprend aussi à lire sur les lèvres sans entendre. Elle apprend à parler sans entendre, juste en revenant à ce qu'elle ressent à elle. Enfin, juste, quand je dis juste, c'est apprendre avec des guillemets. Donc ça crée des capacités cognitives exceptionnelles que nous, entendants,
et là je me mets aussi dedans, on est bien incapable d'avoir. Voilà. Qui, eux, quelque part, ils sont obligés d'apprendre une langue qui ne leur est pas naturelle, avec des capacités, enfin, ils ont mis en place des capacités de compréhension du monde autour. Enfin, ça demande des sacrées capacités cognitives, hein. Et ça nous montre aussi à quel point nous, eh ben, on pourrait encore faire des efforts au niveau de nos capacités cognitives. C'est Et exactement ça, particulièrement, oui. pardon? Ça nous montre à quel point nous entendants, on a encore énormément d'efforts à faire sur Ouais. la bienveillance et sur la tolérance. Ouais, ouais, parce qu'en fait, enfin moi, il faut se rendre compte des capacités que ça demande, hein, vraiment. C'est pour ça que j'appuie dessus. De l'effort que ça doit demander de Ouais, s'intégrer, enfin d'intégrer la parole, d'intégrer le langage des signes, d'intégrer la lecture quand on n'a pas quand on peut pas entendre et d'intégrer au-delà de ça toute l'intégration dans un monde qui n'est pas fait pour. Je suis entièrement d'accord exactement. avec toi. Intégrer le bruit quand on ne sait pas ce que c'est que le bruit, bien même si on, On ne sait pas ce que c'est, oui, exact, oui. hein, même si on connaît ce que c'est que la vibration, parce que ça on peut la Ouais. reconnaître. Mais voilà, c'est quand même des capacités qui sont hors du commun, parce que c'est réussir. La plupart du temps, ils réussissent. Hein. Il y a des personnes qui sont sourdes profondes et qui parlent, alors effectivement avec un léger accent, parce que souvent les personnes sourdes qui parlent, elles ont un drôle d'accent. Ce qui accentue l'idée qu'en fait elles ont des capacités cognitives altérées. Mais non, en fait elles ont été, il faut bien se rendre compte que les personnes sourdes, nées sourdes, ou qui sont devenues sourdes avant l'apprentissage de la parole, elles ont été obligées de se baser sur leur ressenti pour apprendre à parler. Jamais elles n'ont de retour sur l'intensité de leur voix. Elles ne savent pas si elles ont une voix avec toute petite voix ou si elles ont une voix très grave en fait. C'est ce que leur renvoie la partie, l'interlocuteur. Donc voilà. En fait, il y a beaucoup de choses qui participent à la croyance que ben, finalement, mais c'est pareil, j'allais dire pour n'importe quel type de handicap, hein, finalement, puisque c'est une forme de déficience. Quand on est handicapé, ça veut dire qu'il nous manque quelque chose, ou il y a quelque chose de différent ou en moins par rapport aux autres. Donc forcément, on a une relation qui se met de façon tout à fait... bah, vous voyez bien avec le dessin, vous voyez, ça vient plutôt en langue des signes. Ça se fait plutôt de façon... on n'est pas au même niveau. Comment? Tu as un déséquilibre qui se crée. Ah, c'est ça. Ça fait un déséquilibre. Voilà. Automatiquement, hein. Voilà. Donc ça, on en a parlé aussi la dernière fois avec Benjamin, ça donne une grande fatigue cognitive tout au long de la journée puisqu'il faut se concentrer sur ce que les personnes nous disent ou sur ce qui se passe dans l'environnement. Il faut être très observateur pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc ça a un impact sur la communication et les relations sociales. Alors là, c'est la même chose qu'on soit sourd ou qu'on soit devenu sourd parce que imaginez, vous êtes au travail, c'est l'heure de la pause café. Vous commencez à échanger entre plusieurs collègues. Vous savez qu'il y a votre collègue qui n'entend pas très bien, qui pratique ou pas la langue des signes. Donc au début, même si, admettons, vous êtes tout seul dans la salle à café avec cette personne, vous commencez à parler avec. Et assez vite, en fait, dès lors que d'autres personnes arrivent dans la salle, eh bien, bah, le réflexe normal, hein, c'est aussi difficile d'avoir un autre réflexe, on se met à parler avec les gens qui pratiquent comme nous, qui sont entendants, et la personne qui n'entend pas bien ou qui ne peut pratiquer qu'en langue des signes, elle est complètement exclue. Alors j'allais dire, c'est pas fait de façon délibérée. C'est aussi quelque chose de naturel. On converse plus facilement, c'est pareil dans un pays étranger. On converse plus facilement avec des gens qui parlent la même langue que nous. On est sûr de se faire comprendre vite. Parce que la surdité, les problèmes de communication nous mettent face à une incapacité à communiquer. Et ça, c'est vraiment pas facile à vivre personnellement. Parce que ça nous met dans une position peut-être même où on n'est pas du tout à l'aise, où on peut même se sentir diminué. Surtout, par exemple, si on se retrouve, je donne un exemple contraire, mais on peut se retrouver aussi dans une assemblée de sourds qui pratiquent tous la langue des signes et vous êtes le seul à pas la pratiquer. Et là, ben, le problème est inversé. Alors, la surdité, donc qu'on soit sourd depuis la naissance ou que l'on soit devenu sourd, ça pose aussi un problème au niveau de l'autonomie. À votre avis, pourquoi? Bah, Hmm. comme Benjamin avait dit au dernier webinaire, pour remplir sa feuille d'imposition et qu'on a besoin d'aide. Voilà. On est dépendant. Bah, on est dépendant. Pourquoi? Bah, justement à cause de cette problématique de communication.
Comment vous faites? Vous êtes sourd, et votre mère, elle est hospitalisée. Comment vous faites pour avoir des informations sur la maladie qu'elle a? Comment vous faites pour demander au guichet dans quel numéro de chambre elle est? Alors évidemment, vous allez me dire qu'il y a tous les éléments modernes aujourd'hui qui peuvent nous aider avec les SMS et l'écrit, sauf que la majeure partie des sourds qui sont devenus sourds avant l'apprentissage de la parole, ils ont un problème avec l'écrit. Pas parce qu'ils sont bêtes, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. C'est simplement parce que, comme quand ils sont nés sourds ou avant l'apprentissage de la parole, l'objectif c'est qu'ils entendent le mieux pour pouvoir s'intégrer au monde. Alors là, il y a un grand débat dans la communauté sourde par rapport à ça, mais c'est pas le débat d'aujourd'hui. On pourra peut-être en parler une autre fois. Mais comme l'apprentissage est automatiquement tourné vers apprendre à parler ou essayer d'entendre en fonction des types d'appareils, eh bien, tout ce qui est au niveau des apprentissages à l'école, je sais pas ce qu'on apprend à l'école, la géographie, les maths, enfin tout quoi. En fait, on peut pas y accéder de la même façon puisque tout est tourné vers ce qu'on appelle l'oralisme. L'oralisme, c'est-à-dire parler. Souvent, les enfants sourds ou les personnes qui sont devenues sourdes vont 2 à 3 fois par semaine chez l'orthophoniste pour récupérer des capacités pour relire sur les lèvres, par exemple, ou pour réapprendre à parler. Parce que quand on s'entend plus, même si on a appris à parler, il y a des choses qu'il faut remettre en place. Donc ça pose des problèmes à l'autonomie. Comment vous faites quand vous êtes malade et que vous devez aller chez le médecin pour lui expliquer ce que vous avez? Là où vous avez mal. Et aussi pour entendre des explications. Je suis sûre que la majeure partie des personnes qui nous écoutent, on sait bien que quand on va à l'hôpital et quand on nous explique des choses avec des mots savants, moi la première, je comprends pas toujours tout du premier coup. Donc moi, j'ai la capacité de demander, et peut-être même l'audace parfois de le faire, parce que c'est pas toujours évident non plus de poser des questions. Mais en fait, quand on est sourd ou qu'on n'entend pas bien, comment on fait? Moi, je vais vous donner un exemple tout à fait concret. Il y a quelque temps, j'ai dû être opérée. Il y a quelques années, et puis voilà, donc tout le personnel, j'avais prévenu que j'entendais pas bien, que j'avais des problèmes, des prothèses auditives. Il se trouve que, pas de chance, 3 semaines avant cette opération, j'ai attrapé le Covid. Voilà. Et en fait, il y a un protocole dans les hôpitaux quand on a le Covid, c'est que 30 jours après l'apparition des symptômes, eh bien en fait, on est à l'isolement. Donc c'est parfait, j'ai eu une chambre toute seule. Sauf que quand les personnels soignants et même les gens de ma famille devaient venir me voir, ils devaient avoir le masque, la charlotte, le petit tablier ou la petite blouse autour, voilà. Et surtout le masque. Moi, en fait, j'ai besoin de lire sur les lèvres. Même si j'entends quand vous me parlez grâce à mes prothèses, parce que je suis que mal entendante, j'ai quand même besoin de lire sur vos lèvres. Et en plus, quand je suis stressée ou que j'ai des émotions, j'entends encore moins bien. C'est l'effet du stress. Donc il se trouve que l'infirmière, on a fait l'entrée à l'hôpital, etc., dans la chambre, tout va bien. Elle me pose quelques questions. Alors, elle était à contre-jour et elle avait un masque. Elle me pose plusieurs questions, jusqu'à ce qu'il y en ait une que je ne comprenne pas bien. Mon mari était présent dans la salle. Et donc, quand je lui ai demandé de répéter, elle s'est automatiquement tournée vers mon mari. Et à partir de là, elle a parlé uniquement à mon mari. Donc il a fallu que je lève la main et que je lui dise « Ouh, la personne qui va être opérée, c'est moi. » À votre avis, comment je me suis sentie? C'est extrêmement infantilisant. Alors bien sûr, j'en veux pas à cette infirmière. Elle a cru bien faire, et puis elle avait aussi des impératifs de temps, certainement, il faut que ça marche, quoi. Et il faut remplir les informations, et mon mari pouvait très bien lui donner. C'est vrai, sauf que moi, je me suis sentie complètement oubliée, et puis infantilisée. Enfin, je peux répondre aux questions, quoi. Voilà. Mais comme dans le protocole, il faut garder le masque, et que ce ne sont pas des masques inclusifs, un masque inclusif permettrait de pouvoir lire sur les lèvres, il serait transparent. Mais en fait, en France, on estime que ces masques ne sont pas... Alors, certainement à juste titre, je ne critique pas, je constate que ces masques, on ne peut pas les utiliser. Voilà, donc vous voyez qu'au quotidien, ça empêche d'être autonome. D'autant s'il y a une tierce personne. Donc, on a aussi parlé de la famille. On peut aussi parler de la famille, on peut avoir des problématiques au niveau de la famille. Quel que soit l'âge, voilà. Et puis alors, voilà, je vais vous faire... je pense que vous avez fait, vous, au moins une fois, l'expérience de la surdité dans vos vies. Vous avez déjà été tous à l'arrière d'une voiture.
Alors, je ne parle pas forcément des voitures électriques qui font pas beaucoup de bruit, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres voitures où il y a le bruit du moteur et où on peut aussi écouter de la musique. Eh bien, si vous êtes à l'arrière, particulièrement à l'arrière, juste derrière le conducteur, qui a beaucoup de bruit, j'imagine que là, vous est tous arrivé de ne pas entendre correctement ce que la personne vous disait et de lui demander de répéter. Eh bien voilà, vous avez fait l'expérience de la vie d'un sourd. Bienvenue dans le monde d'un sourd. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on laisse tomber la conversation. On fait répéter une fois, deux fois, puis après on se dit « ouf, laisse tomber, on verra ça plus tard ». Et ça me permet de rebondir sur ce qui se passe souvent pour les sourds, quand il y a une information qu'ils n'ont pas réussi à comprendre, pour des raisons diverses et variées, ils demandent une explication, et là on répond « ouah, c'est pas grave » ou « oh, je parlais dans ma barbe ». Bah, si c'est pas intéressant, pourquoi tu le dis alors? Donc ça aussi, ça facilite, ça participe de l'exclusion. Voilà. Donc on va revenir un peu, je me suis, voilà, ceux qui me connaissent un peu savent que le sujet me passionne et que souvent je peux déborder sur autre chose. Mais je vais vous reparler maintenant donc des niveaux de surdité, parce qu'effectivement, en fonction des niveaux de surdité, on ne va pas avoir les mêmes conséquences en face. Donc je vais refaire un partage d'écran parce que je vous ai fait un petit tableau pour vous expliquer. On y va. Alors, partager. Donc, il y a 4 niveaux de surdité. Il y a une surdité légère qui est entre 20 à 40, une perte auditive de 20 à 40 décibels. Ça veut dire qu'entre 20 et 40 décibels, on entend mal, on n'entend pas ou on n'entend pas bien. La surdité moyenne, c'est entre 41 à 70 décibels de perte. La surdité, donc là, ça veut dire par exemple qu'on n'entend plus très bien une conversation normale. C'est souvent là qu'on fait répéter, mais vous aurez un tableau après, je pourrai vous montrer. Ensuite, vous avez la surdité sévère. Alors là, la surdité sévère, c'est entre 71 et 90 décibels de perte. Et ensuite, profonde, à plus de 91 décibels. Alors, je vais vous remontrer un tableau pour que vous puissiez voir. Voilà. C'est l'échelle des décibels. Donc, vous voyez qu'entre 20 et 40 décibels, c'est une chambre calme, parce qu'en fait, le silence complet n'existe pas vraiment, même dans le désert où il y a déjà 10 décibels. Moyenne, donc je vais vous mettre avec les petits, voilà, ça c'est la surdité légère, vous voyez, elle se base entre 20 et 40 décibels. Donc c'est pas trop gênant, c'est pour ça qu'en fait les gens ne se rendent pas forcément compte qu'ils sont devenus sourds, qu'ils ont perdu de l'audition, parce que finalement, on n'est gêné que si les gens chuchotent. C'est pas super grave, on ne chuchote pas tous les jours dans notre vie. Ensuite, donc, nous avons la surdité moyenne qui est entre 41 et 70 décibels. Ça, c'est mon type de surdité. Ça, vous voyez donc que moi, dès qu'on est même dans une conversation normale, si je n'ai pas mes prothèses auditives, j'ai un problème pour vous entendre, pour vous écouter, pour vous comprendre. Si on est dans un restaurant bruyant, ou pas, ou qu'il y a de la musique derrière, alors là, pour moi, c'est compliqué. Et la lecture labiale, pour moi, elle est essentielle. Et en plus, vous imaginez aussi qu'au niveau des décibels, on voit 70 décibels, c'est le bruit dans un grand magasin ou dans une cantine, quelque part. Même les gens qui entendent bien, ils ont des problèmes pour bien se comprendre. Parce que c'est un sacré seuil, déjà, 70 décibels. C'est même des crèches. Ensuite, on peut parler de surdité sévère. Et là, la surdité sévère, elle est à partir de 71 décibels jusqu'à 90. Alors, c'est vrai que quand on entend bien, on se dit « mais c'est juste pas possible de ne pas entendre une tronçonneuse. C'est juste pas possible de ne pas entendre une tondeuse. » Et pourtant, c'est vrai. Quand on n'entend pas, on n'entend vraiment pas, les oreilles sont cassées, on ne fait pas exprès. Même les sons très forts. Ça veut dire que tous les sons qui ont... je vous réexplique, quand on a une surdité sévère à 90 ou 85 décibels, ça veut dire que tous les sons en dessous, donc le restaurant bruyant, le grand magasin, l'environnement de travail, etc., tout ça, on ne capte pas. On ne capte pas. Voilà. Donc les appareils peuvent aider, ça sera le sujet d'un autre webinaire, mais en fait, au départ, sans les prothèses, on ne capte pas. Alors évidemment, à partir de la surdité moyenne, c'est tellement inconfortable au quotidien que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, à 20 ans, on m'a annoncé que je devais être appareillée. Pour moi, c'était juste pas possible, justement parce que j'avais l'idée du handicap, et puis parce que je voulais pas que ça se voie. Je voulais pas que ça se voie, je voulais pas que ça soit visible. Et puis, chemin faisant,
Je me suis rendu compte en grandissant que c'était de plus en plus difficile, hein, parce que forcément, en vieillissant, les oreilles, elles perdent aussi de leur capacité. Et donc, un jour, je me suis dit, c'est juste pas possible. J'étais trop fatiguée, je faisais trop répéter les gens, ça devenait vraiment handicapant dans mon quotidien. Voilà. Et j'avais une surdité moyenne. Et puis, au-dessus, alors là, voilà, bien sûr, c'est la surdité profonde. Donc, c'est celle de Benjamin. C'est entre 91, enfin, c'est plus de 91 décibels en fait. Alors là, c'est encore pire pour les personnes qui entendent de se dire que on ne peut pas entendre un coup de tonnerre ou on ne peut pas entendre une alarme incendie, par exemple. Donc vous voyez, ramener à ça, ne pas entendre, ça pose tout de suite, ça pose assez vite un problème en fait. Moi, typiquement, j'avais un problème à l'école. On a tous été à l'école avec des copains et des copines de classe à côté de soi. Et alors moi, dès qu'il y en avait un qui me chuchotait, ça me mettait dans une grande difficulté. Quand quelqu'un me chuchotait à l'oreille pour me parler de ce que devenu... D'ailleurs, je ne sais pas de quoi il me parlait, mais je ne comprenais absolument rien. Donc je disais oui, 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 oui. Mais j'espère qu'il fallait dire oui et pas non. Parce que ça pouvait me mettre dans une situation aussi très compliquée, quoi. C'était très gênant. Voilà. Mais moi, en fait, à l'époque-là, je ne savais pas que j'avais des problèmes d'audition. Donc j'ai pas pu dire aux personnes, j'entends pas bien. J'avais pas du tout perçu. Je ne le savais pas. Voilà. Donc il y a donc évidemment qui détermine le type de surdité que vous avez, c'est un ORL. Hein, il vous fait un test auditif et à partir de là, il va vous dire à quel niveau vous vous situez, si vous devez être appareillé et quel type d'appareil vous devez avoir, sachant qu'on préconise un appareillage à partir d'une perte de 30 décibels. Vous voyez, à partir du moment où on n'entend pas les chuchotements, que c'est démontré par un test audio, eh bien, on vous conseille de vous appareiller. Voilà. Donc, je vais continuer mon petit tableau. Alors, ça sera pour celui de tout à l'heure. Alors, je voudrais aussi vous faire une petite expérience, si vous le voulez bien. Vous allez vous mettre un petit peu dans la peau d'un sourd et écouter ce que c'est un type de musique en fonction du type de surdité que vous avez. Alors, je vais partager l'audio. Je vous demande quelques instants. Juste que je le retrouve. Voilà. Vous êtes prêts? Attention, ça décoiffe. Hein. On y va. Il y a bien un enregistrement pour le dernier. Hein. Il y a bien un enregistrement. Ouais. Alors là, il y a 3 types d'audition. La première, je vais vous les repasser. Hein. La première, c'est une audition normale. C'est pour les personnes qui entendent bien. Pour les bons entendants. Le deuxième, c'est ma surdité. Quand j'ai pas mes prothèses, et c'était il y a 4 ans. Depuis, ça s'est encore baissé. Et le troisième, c'est un type de surdité profonde. Donc, vous voyez bien qu'on ne perçoit quasiment rien. Est-ce que vous avez pu percevoir la différence entre l'audition normale et l'audition moyenne? Et la surdité moyenne, pardon. Les aigus, Il y avait comment? les aigus, j'avais moins d'aigus. Il y avait moins d'aigus. En fait, c'est comme assourdi. Je vous le remets. Donc là, c'est l'audition normale, pardon. Je recommence parce que je vais vous les dire au début. Audition normale. Audition moyenne, enfin surdité moyenne. Et surdité profonde. Ouais, c'est compliqué de suivre un Alors, concert. pardon? C'est compliqué de suivre un concert, j'ai envie de dire. Ouais.
Alors, il y a maintenant dans les concerts, c'est une bonne remarque, dans les concerts maintenant, il y a de plus en plus de choses qui permettent aux sourds de suivre la musique, parce que oui, les sourds aiment la musique, ils aiment aussi les vibrations. Donc, il y a des gilets vibrants, il y a aussi le chant-signe, on pourra aussi en parler une autre fois, mais effectivement, c'est compliqué, mais voilà, de suivre effectivement un concert ou d'écouter de la musique dans la voiture ou la radio, hein. La radio, c'est inexistant en fait. Moi, pour vous donner l'idée, quand j'ai été appareillée, donc moi c'est assez récent en fait, hein, c'est il y a 10 ans, quand j'ai été appareillée en 2016, le jour où on a mis les prothèses, moi je pouvais avoir le son dans mes prothèses auditives, hein, comme vous les avez dans l'AirPod. Eh bien j'ai réécouté une musique, pour voir comment ça fonctionnait, on m'a fait écouter une musique que j'écoutais quand j'étais adolescente, quoi, donc un truc que j'aimais bien. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce qu'en fait, d'abord j'ai réentendu des sons que je n'entendais pas, mais j'ai aussi redécouvert des sons que j'entendais déjà pas. Et en fait, ça m'a fait un effet émotionnel. Enfin, c'était très intense, quoi. Et quand on n'a jamais entendu, on ne sait pas ce qu'on rate. On sait qu'on rate quelque chose, mais finalement, c'est pas. Voilà, on sait pas. C'est moins grave. Mais quand on a déjà entendu et qu'il faut s'adapter à un monde où on entend moins bien, et par exemple, c'est vrai, moi je peux pas. Si j'ai pas mes prothèses auditives, j'entends pas les violons. Je fais de la musique classique, c'est un petit peu. Voilà. Mais c'est une vraie problématique. Ça nous enlève en fait une certaine qualité, enfin ça nous enlève une certaine qualité de son. Mais bon, tout le monde ne va pas le vivre de la même façon puisque tout le monde n'est pas né sourd, voilà, tout le monde n'est pas devenu sourd. Enfin vraiment, c'est compliqué. C'est pour ça que ce webinaire, il est aussi important pour bien déterminer qu'en fonction de notre histoire, en fonction d'où on vient, si nos parents étaient sourds ou pas, eh ben en fait, on va vivre la surdité d'une façon différente. Benjamin expliquait que lui, il était le troisième de la fratrie et que ses deux frères et sœurs étaient déjà sourds. Donc les parents avaient une ouverture autour de la langue des signes et avaient pu lui apporter tout de suite. Mais moi, j'ai d'autres témoignages de personnes qui ont des enfants sourds où on oriente immédiatement vers un appareillage, parce que c'est comme ça, hein, c'est pareil, il n'y a pas de débat, enfin je ne suis pas là pour en débattre. Mais du coup, si les parents ils veulent proposer la langue des signes, eh ben, c'est plus compliqué pour eux de le mettre en place parce qu'il n'y a pas de cours. Ou alors ils sont payants. Et en fait, c'est. Et puis il y a des parents qui veulent absolument pas bah, accepter que l'enfant ne puisse pas entendre du tout. Donc on va l'appareiller. Enfin, c'est un peu comme moi quand je voulais pas qu'on me mette des prothèses auditives. Je voulais pas accepter que j'avais ça, quoi. Et donc, on va continuer d'orienter et sans adapter nécessairement aux besoins de la personne. Alors, il y a des sourds, c'est comme tout le monde, hein, il y a des gens qui ont des capacités d'adaptation extraordinaires et qui vont réussir à traverser tout ça. Et il y en a il y a d'autres personnes que ça va vraiment isoler et c'est quand même la majorité. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres remarques à faire avant que je passe à la suite? Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que l'on pourrait pas, ah oui, pardon. Est-ce que l'on pourrait pas faire un parallèle entre une personne entendante qui va dans un pays où il ne connaît pas la langue et une personne sourde qui veut essayer de communiquer avec des entendants qui sont pas, Ouais. comment dire, initiés. Alors, on peut effectivement faire le parallèle jusqu'à un certain point. Parce que quand on est dans un pays étranger, effectivement, si on ne la connaît pas la langue, c'est compliqué, mais naturellement, on va essayer de se mettre en mouvement, on va faire du mime souvent, on va essayer de se faire comprendre et ça passe. Et ça passe. Et souvent, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand la surdité, en fait, ça empêche même la personne qui entend, enfin, elle est complètement démunie, elle ne sait même plus, elle arrive même plus à utiliser le mime, en fait. Les choses qui sont naturelles quand on entend, ou quand on parle même avec quelqu'un donc d'une langue étrangère, comme tu disais, en fait, là, ça se perd complètement. Ça se perd complètement. On ne sait plus comment faire, ça nous bloque, ça nous tétanise. Mais effectivement, on peut faire ce parallèle jusqu'à ce point-là. Même, hein, moi j'ai eu, alors pour la petite anecdote, j'ai accueilli il y a quelque temps un étudiant sourd à la maison. Il n'entend rien de rien, d'accord? Non mais je le redis, hein, parce que c'est important de le savoir, hein. Il n'entend rien de rien. Et nous sommes allés, bah voilà, on a fait un peu de tourisme parce qu'il voulait connaître la région. Et on est allé dans un magasin. Donc là, évidemment, le vendeur lui dit bonjour, bonjour. Donc il répond pas puisqu'il est sourd. Donc moi, je préviens qu'il est sourd. Et je lui dis, ben voilà, s'il y a quelque chose, si vous voulez lui poser une question, je pourrais interpréter. Et donc cet étudiant achète un petit souvenir. Et là, le vendeur se met à lui parler en anglais. Voilà. Alors,
Ça paraît drôle quand on s'intéresse à la surdité, mais ça montre aussi à quel point on a besoin absolument de pouvoir communiquer avec l'autre. Et même s'il y a un endroit où nous, on a bien entendu qu'il était sourd, mais on a vraiment besoin de communiquer avec lui et on a envie de faire l'effort qu'il nous comprenne. Et donc, pof, là, il a changé de langue, il a parlé en anglais. Bon, inutile de vous dire qu'on a beaucoup ri. Voilà. Hein. Donc moi, il a fallu que je fasse une double interprétation entre anglais et français, français, langue des signes. Mais bon, tout ça pour vous dire que ça montre à quel point ça peut mettre aussi les gens en difficulté. Voilà. Alors, on arrive au moment du webinaire où je vais vous donner quelques astuces pour parler aux personnes qui sont sourdes. Alors là, par exemple, on va faire une petite expérience. Je vais demander à mon technicien qui est sur place de bien vouloir éteindre les lumières. Voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu. Quand on ne me voit pas, bien, voilà. Est-ce que vous arrivez à lire plus facilement sur mes lèvres ou pas? C'est peut-être un petit peu plus compliqué que tout à l'heure. Alors peut-être que ma caméra s'est adaptée, mais c'est plus difficile. Et là, si je vous parle sans le son, c'est compliqué de lire sur les lèvres. Hein, voilà. Alors on peut rallumer les lumières. Donc, moralité, ce que vous aurez compris intuitivement, c'est que quand on parle à quelqu'un qui est sourd, surtout, on essaye de pas, ou qui n'entend pas bien, c'est valable pour tout le monde, surtout, on essaye de ne pas se mettre à contre-jour. On ne mâche pas de chewing-gum non plus, parce que ça déforme. Donc, si vous mâchez un chewing-gum, moi, je ne sais pas, je n'arrive pas à tout comprendre. On essaye, pardon Stéphane, de ne pas rire quand on parle à la personne, parce que ça déforme aussi. Et donc, c'est compliqué de lire. Et surtout, on met rien devant sa bouche. Parce que là, comment je fais pour lire sur vos lèvres? Donc là, c'est un éventail. Hein. En plus, c'est quand même d'actualité. Mais ça peut être un masque. Et vraiment, les masques, c'est compliqué. Vraiment, les masques, c'est compliqué. Mais c'est pas seulement compliqué pour les sourds. Hein. Ça a été aussi compliqué pour les enfants en crèche au moment du Covid, enfin, ou après le Covid, qui ont eu des difficultés pour apprendre la langue. Parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas se baser sur ce qu'ils voyaient au niveau de la lecture labiale. Voilà. Donc, quelques petites astuces voilà, pour parler avec des personnes qui n'entendent pas bien ou qui sont sourdes. Et puis surtout, n'ayez pas peur de répéter. Une personne qui vous fait répéter, ce n'est pas forcément quelqu'un qui vous provoque. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui fait exprès. Et c'est valable aussi pour les enfants. Ça peut être simplement quelqu'un qui n'entend pas bien. Et ça le met autant en difficulté, parce qu'en plus, comprendre à l'envers, je peux vous dire que ça crée vraiment, pardon du jeu de mots assez facile, mais ça crée vraiment des malentendus. Voilà. Voilà. Donc finalement, pour répondre à la question, est-ce qu'on dit sourd ou malentendant? Parce que c'était quand même la base de ce webinaire. Est-ce qu'on dit sourd ou malentendant? Bah, c'est selon. Mais c'est vrai que quand on entend, à partir de la surdité sévère ou profonde, on a plutôt tendance à dire sourd. Avant, on a plutôt tendance à dire malentendant. Et une personne qui est devenue, un adulte souvent, un adulte qui est devenu sourd ou malentendant plus tard, il dira plutôt qu'il est malentendant. Parce que c'est aussi l'idée qui s'en fait. En fait, il ne peut pas dire clairement qu'il est complètement sourd, puisqu'il a une culture où il a entendu. On parlera d'une autre fois peut-être de la culture sourde et de la culture entendante, parce qu'il existe une culture sourde. Mais voilà, on peut dire qu'on est sourd, c'est peut-être aussi en partie renier qui on était avant, et c'est pas forcément évident à dire. Voilà. Est-ce que vous auriez éventuellement des questions? Ou pas, c'est pas grave, hein, ça veut dire que j'ai été complète. Voilà. Voilà, donc je voulais aussi rajouter que souvent les personnes qui sont devenues sourdes ne pratiquent pas la langue des signes parce que autant maintenant les prothèses auditives sont de plus en plus petites, hein, il y en a même qui se mettent à l'intérieur des oreilles, mais la langue des signes en fait rend le handicap visible, rend la surdité visible, ça peut être aussi difficile à assumer. Voilà. Donc, moralité, on utilise déficient auditif aussi au niveau de la santé, on utilise sourd en fonction aussi de comment nous on se sent. En fait, c'est aussi une histoire d'affaires privées et de la façon dont on vit la surdité. Voilà. Et aussi comment la famille elle l'a vécu. Si elle se dit, bon bah écoutez, c'est pas grave,
On va continuer, on va apprendre la langue des signes, on va donner à cet enfant-là toutes les capacités, toutes les tous les outils pour qu'il puisse vivre dans ce monde d'entendants, ou si on se dit non, c'est absolument compliqué, je ne peux pas, pour moi ça veut dire qu'il manque quelque chose, enfin il peut y avoir, c'est assez psychologique aussi derrière. Donc voilà, vous voyez bien que c'est pas aussi simple. Donc sachez quand même que c'est quand on entend mal, on dit malentendant, plutôt. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Si vous avez apprécié ce replay, le témoignage de Benjamin vous intéressera forcément. Il a raconté son quotidien de sourd profond dans un monde qui entend. Et justement, entendre n'est pas comprendre est le thème de notre prochain webinaire. Abonnez-vous pour ne pas le manquer. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt.